on va résumer le début de Chagrin d'école de Daniel Pénac. La partie 1 s'appelle La poubelle de Djibouti. Dans le premier chapitre, il raconte que sa maman est centenaire. Elle est assise dans un fauteuil et elle regarde un reportage sur un écrivain célèbre. Donc il raconte vraiment un reportage dans lequel il y a tous les signes de la réussite. Il vit dans un environnement confortable, il est reconnu par ses pairs, par les autres écrivains, il a des amis qui sont des grands artistes connus dans le monde entier, il vit bien, il a été professeur d'école et il a aimé son métier. D'ailleurs, comme instituteur, il a choisi de s'installer à côté d'une cour d'école. Donc il a vraiment du bonheur dans son travail, il a une reconnaissance sociale, il a absolument tout cet écrivain. Et cet écrivain, il nous dit à la fin du chapitre, qu'il s'appelle Daniel Pénac. Il donne son prénom, son nom de famille d'origine, c'était Penaccini, quelque chose comme ça. Et sa mère regarde ce reportage, et à la fin de ce reportage, qui a toutes les garanties que ce monsieur a réussi sa vie, elle se retourne vers son frère, et elle demande à son frère, est-ce que tu crois qu'il va s'en sortir? Donc dans le chapitre suivant, il nous explique que sa maman a toujours été très inquiète pour lui parce qu'il était un mauvais élève, il était un cancre, et ça pour sa maman c'était une grosse inquiétude parce qu'elle se demandait s'il allait pouvoir réussir dans la vie. On voit qu'il y a beaucoup de complicité entre eux. On voit que sa maman lui porte de l'affection et lui ne lui en veut pas, mais sa mère était morte d'inquiétude de voir un enfant aussi incapable de rien comprendre à l'école et elle était persuadée qu'il réussirait pas sa vie. Ensuite, on va résumer le chapitre 3. Ce sont de courts chapitres, donc je les résume rapidement. Donc dans ce chapitre 3, il fait des petites blagues sur son état de cancre, mais en même temps, il nous fait réaliser à quel point c'était vraiment un sacré cancre. Par exemple, sa famille s'imagine que pour apprendre la lettre A, il lui a fallu 1 an. Donc son frère fait une blague, il dit est-ce qu'il faudra 26 ans pour qu'il apprenne tout l'alphabet? C'est un enfant qui était incapable de retenir l'alphabet, il savait juste que ça commençait par la lettre A et était incapable de le réciter. Son père aussi lui fait des plaisanteries. Par exemple, il a sa licence de lettres en 68. Pendant donc le mai 68, c'était la révolte des étudiants. Et il lui dit, pour que tu aies ton agrégation, est-ce qu'il faudrait une guerre mondiale? Donc son père le taquine, mais quand même en lui faisant remarquer qu'il est vraiment quand même très nul. Mais bon, le problème c'est qu'il l'a déjà remarqué par lui-même. À un moment, il y a le chien qui comprend qu'il n'a pas le droit de se coucher dans le lit. Alors il va chercher sa couverture et il se couche sur sa couverture près d'eux, parce qu'il ne veut pas aller dans son panier et qu'il veut de la compagnie. Et il dit, vous vous rendez compte quand même que même le chien est capable de comprendre quelque chose, et que moi, donc parce qu'il parle à la première personne, le narrateur, qui est Daniel Pénac, moi j'étais incapable de rien comprendre. Il se rappelle même d'avoir dit au chien, tu veux pas aller à l'école à ma place finalement, parce que même le chien serait plus intelligent que lui. Donc il aborde la question avec beaucoup d'humour, parce que Daniel Pénac a beaucoup d'humour, il est très rigolo. Mais on voit quand même que c'est une vraie souffrance et qu'en tant qu'enfant, il en a souffert. Ensuite, le chapitre 4, il se promène avec son frère et il demande à son frère des conseils pour démarrer ce livre-là. Il lui dit, j'ai envie d'écrire sur les cancres. Il dit, il y a déjà beaucoup de gens qui écrivent sur l'école. Il dit, mais moi, c'est pas l'école qui m'intéresse, c'est vraiment le cancre, le mauvais élève. Il lui demande des anecdotes pour lui rappeler comment est-ce que ça se passait quand il était enfant, quand lui était un cancre et comment ses parents ou lui le vivaient. Et donc il lui dit par exemple qu'à un moment, il voulait réduire au dénominateur commun une seule fraction. Alors son frère essaie de lui expliquer qu'il ne peut pas y avoir un dénominateur commun s'il y en a un seul, donc il y a forcément un seul dénominateur. Et pour lui, c'est incompréhensible. Il n'arrive pas à comprendre ça, qu'on ne peut pas mettre deux fractions sur le même dénominateur s'il n'y en a qu'une. Donc il bloque, et son frère essaye de lui expliquer, mais c'est impossible. Et il se fâche, comme souvent un enfant qui ne comprend pas finit par se fâcher quand on insiste, et il finit par dire c'est le prof qui l'a dit. Et il dit effectivement, le cancre, il a tendance à dire c'est le prof qui l'a dit, non pas parce que il se rappelle de ce qu'a expliqué le professeur pour essayer d'en faire un savoir, mais parce qu'il veut juste qu'on le laisse tranquille, parce qu'il n'en peut plus. Et pour tous ceux qui l'ont vécu de près ou de loin, avec leurs enfants, avec leurs frères et sœurs, ou en étant eux-mêmes dans la situation, c'est dramatique, parce que ça met en colère l'autre en face, on se dit c'est pas possible de ne pas comprendre à ce point, et en même temps celui qui ne comprend pas, il n'en peut plus, il en souffre, et avec humour, il aborde un sujet qui est une vraie souffrance. Il explique par exemple que une leçon de géographie dans laquelle il doit apprendre où se situe le Jura, et ben lui il part dans ses pensées et il finit par décomposer le mot Jura, mais en tout cas il n'apprend pas sa leçon.
Il aime aucun mot avec des majuscules, parce que les majuscules, c'est les noms propres, donc c'est des noms, souvent des noms de bataille, des noms de lieux, des noms de héros ou de personnalités, et tout ça, ça lui paraît être des questions intellectuelles trop compliquées pour lui, et du coup, lui, tous les mots qui ont des majuscules, ça le rend malade, ça lui donne l'impression qu'il ne pourra jamais les apprendre. Son frère lui dit que finalement, c'est lui qui se racontait des histoires. Mais bon, ça reste ce que lui, il a vécu. Et donc le chapitre se termine en disant que les deux messieurs sont vieux et ils se promènent et ils ont envie de faire des ricochets. Et je pense que c'est la boucle qui vient dire que même quand on est devenu adulte, qu'on a réussi, il reste toujours des traces de ce qu'on a vécu quand on était enfant. Voilà pour la fin du résumé de ces 4 petits premiers chapitres de la première partie. On va résumer les chapitres 6 à 12 de Chagrin d'école de Daniel Pénac. Ce sont de courts chapitres, donc ça va aller vite. Le chapitre 6, il raconte un cauchemar. Il dit qu'il rêve parfois qu'il doit mettre des pièces dans l'ordre, des pièces qui représentent des chiffres, et qu'il se rend compte qu'au bout de son vêtement, il n'a plus de main. Et ce qui lui fait très peur dans ce cauchemar, c'est pas le fait de ne plus avoir de main, c'est de ne pas réussir à faire l'exercice. Donc à travers ce très court chapitre, il veut montrer que même maintenant qu'il est adulte, il garde encore le traumatisme de ne pas avoir réussi à faire ce que les adultes attendaient de lui dans le cadre de l'école. Dans le chapitre 7, il parle de son caractère quand il était enfant. Et il dit qu'il était un enfant joyeux et que en fait, ses professeurs lui reprochaient ça. Il avait beaucoup de succès dans la cour de l'école, il jouait très bien au jeu et ses professeurs lui reprochaient peut-être cette gaieté, inconsciemment, sûrement, je ne pense pas que c'était conscient, parce qu'ils auraient voulu qu'il montre à quel point il était triste d'être nul en classe alors que lui, il avait cette gaieté au fond de lui. Et il montre par exemple qu'il dessinait souvent des petits bonhommes et que du coup autour de ses cahiers, il y avait tout le temps ces petits bonhommes dessinés. Et c'était pour lui une façon de s'évader et que maintenant encore qu'il est adulte et qu'il est auteur, quand il dédicace des livres, parfois il dessine ces petits bonhommes-là. Et donc du coup ce chapitre 7, c'est le paradoxe un peu entre l'enfant qui a l'air heureux et qui a l'air de s'en foutre et la réalité qui est un enfant qui en souffre énormément, mais qui garde heureusement sa part d'enfant et de gaieté que les professeurs prenaient pour de l'insolence. Ensuite, dans le chapitre 8, il raconte les bêtises qu'il a fait quand il était en pension. Donc c'est des bêtises d'enfant, par exemple, il avait volé des harengs et il les avait attachés sous la voiture d'un professeur qui avait une voiture toute neuve. Et ça sentait tellement mauvais que même le professeur gardait sur lui l'odeur des harengs. Il raconte aussi qu'une fois, il a enfermé dans la chambre du surveillant des poules pendant tout un week-end. Et évidemment, les poules ont tout sali. Il avait même mis de la paille dans la chambre du surveillant. Et quand le surveillant est rentré, sa chambre était complètement massacrée. Et donc, il raconte toutes les bêtises qu'il faisait. Et il dit que finalement, tout ça, c'était une forme de vengeance. Il se vengeait du monde des adultes parce que de son point de vue d'enfant, lui, il trouvait que les adultes le persécutaient, donc il se vengeait en attaquant lui aussi les adultes. Et il dit qu'au moment où il écrit ça, ça le fait rire. Toutes ces bêtises d'enfant, finalement, il n'en a pas vraiment honte, mais plutôt il en rigole. Ensuite, il essaye, dans le chapitre 9, de chercher un petit peu plus profondément pourquoi le cancre fait toujours des bêtises. Et il dit par exemple quand il y a une bêtise qui est faite et que tout le monde dit quel est l'horrible, le sournois enfant qui a pu faire ça, et qui sait que c'est lui, finalement, il culpabilise pas, au contraire, il est fier, déjà il est fier de défier l'autorité des adultes, et ensuite, surtout quand le maître s'énerve et que l'enquête dure, il est content d'avoir déstabilisé l'institution qui le maltraite, et lui maltraite à sa façon l'institution. Et quand tout le monde est puni, dans la punition collective, il se scandalise avec les autres. Lui aussi, il trouve comme les autres que c'est inadmissible qu'il y ait une punition collective. Et finalement, le but de faire culpabiliser le coupable ne marche pas du tout, parce que le coupable, lui, face à la punition collective, ce qu'il trouve vraiment inadmissible, c'est que la punition soit autant injuste et que l'institution soit aussi injuste. Ce que de toute façon, il porte en lui, parce que lui, il trouve que l'institution le persécute. Il conclut en disant que la naissance de la délinquance, pour lui, c'est l'investissement de toutes les facultés de l'intelligence dans la ruse. C'est finalement l'enfant qui se considère comme n'étant pas intelligent, à qui on a beaucoup renvoyé qu'il n'était pas intelligent et qui finit par y croire lui-même. Et du coup, toutes ses forces et toutes ses capacités, au lieu de les investir pour devenir plus intelligent et pour apprendre, il les utilise à ruser.
Ensuite, le chapitre 10, il raconte une histoire, j'ai déjà entendu quelqu'un me raconter exactement la même histoire, quelqu'un d'autre, et qui est assez paradoxale. Il raconte l'enfant qui est nul à l'école et qui est persécuté par son instituteur, fait tout pour plaire. Et j'ai quelqu'un de mon entourage, une dame qui est âgée aussi, qui m'a raconté qu'une fois elle avait fait un cadeau à la maîtresse qui était très méchante avec elle, et que la maîtresse avait jeté son cadeau à la poubelle alors qu'elle s'était donné beaucoup de mal pour faire ce cadeau à la maîtresse. Et dans ce chapitre, c'est exactement la même chose. Il raconte que l'instituteur qui était odieux avec lui, qui l'humiliait, il avait entrepris de lui offrir un cadeau et que pour ça, il avait organisé une collecte, mais qu'il n'y avait pas assez d'argent dans la collecte, donc il avait rajouté ses propres sous parce qu'il voulait vraiment faire plaisir à cet instituteur. Et comme il n'avait pas cet argent, ce qu'il a fait, c'est qu'il a braqué le coffre familial. Et il y a passé un temps fou parce que il fallait une clé et un code. Il n'avait pas le code, donc il a essayé toutes les combinaisons possibles. D'ailleurs, c'est un bon exercice de mathématiques, mais il ne le savait peut-être pas. Donc, il a essayé toutes les combinaisons possibles, une par une. Il a fallu beaucoup de patience pour arriver au bout, et il a réussi à faire ouvrir le coffre. Alors évidemment, il était fou de joie, il a pris un peu de billets. Et puis ça lui a tellement plu qu'après, pour l'anniversaire de sa mère, il a refait pareil. Il a pris des billets et il a acheté un cadeau qui était très cher. Alors sa maman, quand elle a reçu le cadeau très cher, elle n'a pas compris d'où venait l'argent. Et finalement, ils se sont rendus compte que leur fils avait braqué le coffre-fort de la famille. Donc il conclut ce chapitre en disant qu'il y a eu 3 conséquences. Il a fait pleurer sa mère, ça l'a visiblement rendu triste, et sa mère était persuadée qu'elle avait mis au monde un perceur de coffre-fort, parce que finalement il était nul en tout, sauf à réussir à ouvrir un coffre qui est quand même très protégé. Il a réussi à trouver la clé et à braquer et à casser le code. Donc elle s'est dit qu'elle avait mis au monde un enfant dont le seul génie était de faire des casses. Et en plus, il a été mis en pension. Et la troisième conséquence, c'est qu'il n'a plus jamais été capable de voler. Et il dit qu'il y a une époque où c'était la mode de voler chez les jeunes. Je ne sais pas si c'est une mode qui a existé ou si c'est une mode qui existe chez tous les jeunes. Et que même quand c'était la mode auprès des autres, lui, il n'a jamais plus rien volé parce qu'il a été traumatisé d'avoir volé l'argent de ses parents et d'avoir fait pleurer sa mère. Ensuite, le chapitre 11 est très court, mais c'est un très beau chapitre. D'ailleurs, Pénac, c'est vraiment quelqu'un de super. Il a écrit beaucoup pour la jeunesse et je l'ai beaucoup lu quand j'étais enfant. Je garde un très très bon souvenir de Pénac. Donc, il dit, quand on pense que les bandes, c'est un problème de banlieue. Alors, il dit, donc, en partie, c'est vrai. C'est vrai que d'avoir beaucoup de chômage, d'avoir des mamans qui élèvent les enfants seuls, d'avoir des trafiquants de drogue dans son univers, ça n'aide pas à rester sur un droit chemin. Mais en même temps, il dit que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui s'ajoutent, mais que la base de tout ça, c'est pas les banlieues, les regroupements ethniques, la tyrannie des marques qui veulent que pour être cool, il faut avoir des marques chères ou toutes ces choses-là. La base, c'est que l'enfant qui est en échec scolaire, il se sent seul et il a honte. Et c'est dans cette solitude et cette honte que la délinquance, elle peut prendre de l'ampleur. Enfin, elle peut naître plutôt. C'est de ça qu'elle naît et après, avec un environnement social qui est défavorable, elle va s'empirer. Un passage très très touchant, il fait une belle publicité pour les instituteurs. Et il dit que il y a des instituteurs qui ont vu cet enfant qui était en train de se noyer, il utilise la métaphore de la noyade, et qui ont plongé à l'eau pour le récupérer. Et ils n'y sont pas arrivés une fois, ils ont replongé encore, ils n'y sont pas arrivés 2 fois. Et ils ont persévéré pour aller chercher cet enfant qui était en train de se noyer, et il les remercie, ces instituteurs-là, qui ont été à sa recherche. Donc il est dur envers ceux qui ne l'ont pas soutenu ou qui l'ont humilié, mais il est aussi reconnaissant envers ceux qui lui ont permis de devenir ce qu'il est, parce qu'aujourd'hui, Daniel Pénac, évidemment, n'est plus un cancre, mais est un grand écrivain. Et cette partie se termine avec le chapitre 12. Et le chapitre 12, il va donner un peu le point de vue de ses parents, et surtout la relation que lui avait avec ses parents en fonction de ce que eux lui renvoyaient de sa situation. Alors sa maman, il lui écrit une lettre, il a 14 ans, où il dit qu'il travaille pendant des heures et qu'il a que 1 point et que c'est trop dur pour lui. Même plus tard, il écrit sur 3 enfants, vous en avez réussi 2 et ils sont travailleurs et intelligents et le dernier, il est fainéant et nul. Et il demande de partir dans une maison militaire. Donc je suppose que c'est à peu près comme rentrer dans l'armée parce qu'il voudrait être n'importe où sauf à l'école et parce qu'il pense qu'il ne réussira jamais.
Une amie à lui qui était plus âgée et qui était la coiffeuse de sa mère, elle raconte que sa mère demandait à ses frères de prendre soin de lui quand elle serait morte, parce qu'elle pensait qu'il allait être incapable de s'assumer dans la vie. Donc ça, c'est le point de vue de sa mère qui était très inquiète pour lui. Ensuite, il parle de son papa, qui a l'air d'être un monsieur cultivé, drôle et intelligent. C'est sûrement du côté de son père qu'il a pris son humour, parce que Pennac a aussi beaucoup d'humour. Et il raconte au sujet de son père que lui a écrit une lettre quand il est devenu professeur, la première année. Et dans sa lettre, il parle pas du tout du fait que son fils soit devenu prof. Et pour lui, c'est comme si c'était normal, comme s'il s'était jamais inquiété. Alors ça valorise Pennac, qui dit un peu comme si son père, lui, avait toujours eu confiance. Mais en réalité, son père était quand même très fier, parce qu'à la fin, quand il relit la lettre, il voit que sur l'adresse, il a écrit Daniel Penaccini, professeur des écoles. Et du coup, il a écrit professeur en dessous du nom de son fils, comme si c'était vraiment une forme de victoire. Mais quand même, je trouve qu'en lisant ce chapitre, on a l'impression que son père, c'est pas qu'il s'inquiétait pas pour lui, c'est plutôt que il avait l'intelligence ou la sensibilité suffisante pour pas lui montrer son inquiétude. Mais on a l'impression que même quand son père fait de l'humour, etc., euh, Pennac est pas tout à fait rassuré sur le fait que son père avait confiance en lui. Après, c'est ma perception, vous pouvez lire vous aussi cette partie pour vous faire votre propre idée, mais en tout cas, sa mère était complètement paniquée à son sujet, et son père relativisait, faisait plus de plaisanteries. Voilà, c'est la fin de la lecture de cette première partie qui était bien chouette et on va continuer la lecture des chapitres